l'émission. Ça table vite. J'ai fait vite. Parce que du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, c'est un peu la première question à chaque fois. Comment qu'est-ce ça que va? je fais en ce moment? Comment ça va? Bien. Et je vais être honnête avec toi, j'éduque mes enfants. Et, chose que je faisais pas quand j'étais stand-upper. Et depuis que je suis à la maison, bah, la moyenne scolaire de Sakana a vraiment augmenté, donc je suis vraiment content. C'est trop bien. Moi, quand je suis en confinement et que je déprime, je me dis toujours, c'est mieux que d'être avec des enfants. Mais toi, tu kiffes. Ouais, je kiffe. Ouais. Je kiffe. Ouais, franchement, c'est tranquille. T'avais l'impression que t'avais vraiment pas le temps de les voir quand tu... On n'était pas sur les mêmes créneaux. Ouais. Donc, je déléguais un petit peu tout ça à madame, qui, elle, finissait le travail un peu plus tôt. Donc, on s'arrangeait. Moi, j'étais là la journée. Et pas trop là le soir. Et puis voilà, quoi. Donc, les devoirs, tout ça, j'esquivais tout ça. Donc, ça a vraiment changé quelque chose. Genre, ouais, mais je kiffe, franchement. Je me suis beaucoup ennuyé. J'ai essayé d'écrire. Parce que je passais des coups de fil à des collègues. On disait, ouais, tu fais quoi? Tu vois, je cherchais un peu la motivation. Ouais, moi, j'entends des mecs qui écrivent des livres, des films. Et moi, je suis là dans mes chiottes, j'arrive même pas à écrire une blague. Attends, je fais des sons de trappe, moi. C'est pathétique. Genre... je me suis dit, arrête de forcer. Et puis, regarde ce que tu as autour de toi et kiffe. Et puis après, je me suis dit, vas-y, je vais m'occuper de ma mif. T'as raison, comme ça, ils t'en voudront pas dans 10 ans. Genre, il m'a abandonné pour partir en tournée. J'aurais aimé partir en tournée avec mon spectacle, mon pote. Parce qu'avant, au-delà du stand-up, tu moi, je te connais comme quelqu'un qui voyage énormément. Est-ce que c'est une mauvaise image ou c'est vrai? Non, c'est un truc que tu... C'est pas une mauvaise image, hein. C'est un truc que j'aime, c'est un truc que je fais. Et c'est un truc que je vais continuer à faire. Quand on aurait battu Wuhan... Est-ce que t'as pas réussi à squeezer des voyages pendant le Covid? Il y en a des gens qui bougent. Mais... Ouais, mais au fait, moi, mes voyages sont très liés au football. Ouais. Tu peux le voir. Je voyage pour aller découvrir d'autres clubs, d'autres passionnés. Et plus de supporters dans les stades, plus de matchs à voir, huis clos. Quasiment la totalité des matchs étaient à huis clos. Et puis depuis l'année dernière, plus de voyages. Ouais. Ça te manque un peu ou pas? Totalement. Ouais. Totalement, parce que c'est une grande source d'inspiration aussi pour la scène. Beaucoup d'aventures qui me sont arrivées lors de mes voyages, je les raconte un peu sur scène. Et toi, tu voyages seul, c'est ça? Ouais, la plupart du temps, je voyage seul. Et le dernier voyage, je l'ai fait avec mon petit frère, qui avait 12 ans pour le voyage. Et je l'ai embarqué avec moi en stop, sac à dos. Mais alors, comment c'est? Parce que je sais pas comment chaque couple fonctionne, mais quand t'as des gosses et que tu dis je vais me balader tout seul dans le monde. Ouais, mais je crois que je suis marié à la meilleure femme du monde. Ouais, je crois que c'est ça. Elle est archi cool, ma femme. Elle te dit même pas je peux venir avec toi? Je pense qu'elle est contente quand je me barre. C'est vrai? Elle aime être seule à la baraque. Je pense que c'est pour ça que mon métier de stand-upper l'a fait kiffer, parce qu'elle a ses soirées. Là, tu vois, on se tape un peu avec la télécommande. Non, je regardais ça, je regardais Netflix. Que quand j'étais sur scène, elle était seule et elle était pépère. Parce que tu pars en vadrouille pendant quand même un certain temps, non? C'est genre non, généralement, grand maximum, c'est 2 semaines. Grand maximum, c'est 2 semaines. Sinon, c'est trop long. Parce que moi aussi, je voyage tout seul, mais pour l'instant, j'ai surtout voyagé seul dans des pays où il n'y a aucun risque, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Canada, Royaume-Uni, USA. Ouais. Suisse, Belgique. USA, aucun risque. Oui, alors bon, effectivement. Ça shoot plus que ça boit là-bas. C'est vrai. Mais en gros, dans les voyages que tu fais, je me dis, est-ce que je pourrais faire les mêmes voyages, ou est-ce que tu te mets dans une situation où moi je me ferais juste assassiner et on ne retrouverait jamais mon corps? Je suis désolé, mais moi je suis un Renois qui s'est barré avec son sac à dos en Russie. Je pense qu'il n'y a pas plus dangereux. Surtout, au fait, moi je suis là pour un peu déconstruire tous les préjugés qu'on a via Enquête Exclusive. Que Bernard nous met dans la tête. Prostitution, suicide, l'envers du décor avec des riches qui sont sur la plage et genre 10 mètres après. C'est exactement ça. Et islam, que fait la Russie? Avec des Russes, je sais pas c'est quoi l'islam. Sans foirer de Bernard. Et puis surtout, j'avais peur, quoi. Je suis arrivé en Russie pour aller voir la Coupe du Monde. Je suis pas arrivé à Moscou, je suis arrivé à Ekaterinbourg. Donc vraiment, c'est comme si tu arrivais à Biarritz, vraiment dans le coin le plus russe de... Ouais. Et j'étais un peu en panique au début, mais finalement très bien accueilli, c'était vraiment sympa. C'est quoi l'angoisse? C'est d'avoir une bande de blancs avec les cheveux qui sont juste sur le top et qui une ruelle et j'entends des mots où ça crie. Et la flip. Franchement. Est-ce que je pourrais dire, la Russie, la Russie c'est de facto raciste, mais finalement, est-ce que c'est plus raciste que n'importe quel autre pays, quoi? Tu vois? Je pense que ils filment, c'est comme, tu vois, quand tu regardes des reportages c'est comme s'il y avait un reportage sur la France et se focaliser sur une rue, sur Porte de la Chapelle. Ouais. Et ils disent Paris. Oui, ils te généralisent Paris. Tu vois, et Porte de la Chapelle sans... Voilà, désolé de cibler Porte de la Chapelle, mais c'est un peu le zbeul des fois là-bas. Le 18e. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, je sais pas, t'es touriste japonais, tu tombes sur ce reportage, tu dis, ah non, je vais pas à Paris.
on va m'agresser ou autre. Et puis après, je me suis dit, non, vas-y, va voir le pays, va découvrir un peu les gens. Et le fait d'y aller en stop, d'aller en sac à dos, je suis obligé de les solliciter et discuter avec eux. Donc, ça crée des liens. Et puis, je vois qu'en fait, ils sont des humains comme nous, ils aident, ils ont leurs galères, etc. Donc, je kiffe vraiment. Est-ce que tu penses que la taille joue, genre Bien sûr, c'est une sécu, mon pote. C'est une sécu de malade, ma taille. Mon ref est gay, mais qu'il a eu beaucoup moins de problèmes que moi dans sa vie parce qu'il fait de la taille, tu vois, et que personne l'emmerde. Il peut tenir la main à un gars dans la rue, tu vas faire quoi? C'est tout. Il est tranquille. Moi, la taille, ça a été un. Ouais. Ça a été un. Bah, je vais te dire, hein, je me suis fait agresser. La première fois de ma vie que je me suis fait agresser, bah, c'était là, il y a quelques mois. Genre ici en France? Ouais, en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Tentative d'agression. Ils ont essayé de Ils ont essayé de me... C'est quoi, ils ont essayé de te... Sur le bon coin. Sur le bon coin. Moi, je comme un teubé, au fait. C'était un guet-apens? C'était un guet-apens. Ah, bâtard. Des barres. Mais franchement, des barres. Au fait, quand le gars est arrivé en mode... il m'a sorti un couteau. Ah. Et je l'ai regardé en mode... J'ai bouffé. Je te jure, j'ai bouffé en mode... Moi. Et le gars était vraiment, je crois qu'il avait un pet dans la tête. Il s'est mis à mettre des coups de couteau dans le vide. Et puis je lui ai dit, vas-y, marche arrière. C'est marrant que ta réaction initiale a été de pouffer de rire. Ouais, j'ai bouffé direct. Moi, en fait, c'est tout ce que j'ai mangé de toute ma vie serait descendu comme ça. Genre... ça m'a vraiment étonné. Non, mais j'ai regardé dans les yeux. Moi j'aurais eu une image de ma mère qui m'aurait dit, je t'avais dit de faire attention. Et du coup, il a commencé à se lâcher dans le vide. Il a commencé à faire le fou. Je me suis dit, écoute. Je veux pas qu'il y ait une marche blanche qui parte de chez moi jusqu'à ce quartier. Je veux rentrer tranquillement. J'ai fait le fou tout seul. Je suis remonté dans ma bagnole. Parce qu'en gros, tu fais un peu. Est-ce que tu dors chez les gens quand tu voyages? Ouais. Donc tu fais un peu ce que fait le mec de J'irai dormir chez vous. Ouais. Et lui, dans certaines émissions, il y a deux trucs qui se passent. Soit personne veut lui parler, personne veut l'accueillir parce que c'est limite pas légal dans le pays ou un truc comme ça. Ou alors, il se retrouve dans des situations où il se dit à un moment, il faut que je quitte cet endroit. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des situations comme ça, toi? Pas vraiment, en fait. J'ai toujours eu un peu de chance parce qu'en fait, moi, je communique directement sur les réseaux. Ouais. Quand je suis en voyage, je fais beaucoup de stories. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me disent qui me dit attends, j'ai contacté mon cousin qui est à Madrid qui va t'aider, ou en Algérie, c'était ça en fait. Je faisais beaucoup de stories et c'est tous les gens de France qui m'ont trouvé des plans pour dormir, pour manger. J'ai pas payé une fois l'hôtel, le logement ou autre, c'était vraiment royal sur ce côté-là. Et j'ai pas vraiment, à un moment donné, c'est un truc qui était vraiment cool, c'est que je me suis retrouvé dans une chambre étudiante avec, je sais pas si c'est une chambre étudiante ou c'était un appart, avec plein d'étudiants, je crois on était 5 dans une petite pièce, on dormait tous. Et là, je sentais vraiment le côté Haas, où il y en a qui se levaient à 6h pour aller bosser pour Bouygues Télécom. Tu vois, ils faisaient les... Ah oui, les call centers. Ils m'expliquaient un petit peu leur boulot, etc. Les étudiants, ceux qui bossaient, ceux qui dormaient, qui étaient au chômage. Et là, j'ai vraiment sorti un petit peu leur galère, où je disais, ils sont bien au crous, les Français. Mais tu t'es pas dit, je sais que par exemple, le mec de J'irai dormir chez vous, il y a un par exemple où il va à Montréal et il se retrouve, c'est des gens qui t'accueillent chez toi, genre viens, c'est cool. Et en fait, chez eux, tu te rends compte que c'est des malades. Il y en a un, il fumait de la weed à travers l'aération de sa propre maison, genre il lançait la weed là et il descendait l'escalier. Mais non. Et au bout d'un moment, il commençait à devenir ouf, à casser des trucs et tu le vois faire bon là, je crois que je vais partir parce que je vais me faire tuer. J'ai pas trop, je connais ce concept-là, même si j'ai pas trop suivi d'émissions. J'ai pas trop suivi ces émissions, mais j'aimerais bien vivre ce genre de choses, moi. T'aimerais bien avoir un peu d'excitation? Ouais. Moi, j'aime trop. Moi, quand je suis en panique, je me suis retrouvé sur une aire de repos en Algérie. Ouais. Genre, il faisait nuit et pas de camion, pas de voiture, rien du tout. J'étais à 30 km de ma destination. J'étais en panique. J'étais parti à 15h. Je devais faire Alger-Oran. Ouais. Je me suis retrouvé genre à 19h. Il faisait nuit sur une aire de repos à 30 km et je trouvais pas. Il y a quoi entre eux, ces gens? Une sorte de désert? Il y a rien du tout. Je te jure, il y a que dalle. Il y a juste une aire de repos qui est à moitié fermée, tu vois. Et t'as des voitures qui s'arrêtent quasiment pas parce qu'en fait, l'essence ne coûte pas cher là-bas. En Algérie. Donc les gens ont le plein. Ils ont pas donc je me suis un camionneur qui s'est arrêté et qui m'a sauvé la life, quoi. Parce que... Et puis le mec, il se met à chanter, il me parle du PSG. Tu vois, il est content, il a un pari. Il a face à lui un Français sénégalais, donc il me sort tous les mots qu'il connaît. C'est sympa, quoi. Est-ce que t'as essayé de faire du stand-up, du coup, dans des moments comme ça? On m'a posé la question il y a une dizaine de jours, et c'est vrai que j'ai pas lié le voyage et le stand-up. J'aimerais, franchement, mais ça n'a pas fait tilt dans ma tête. C'était vraiment basé sur le foot. Voir du foot, kiffer le foot. Oui, de toute façon, c'est basé là-dessus. Moi, quand je voyage, c'est basé sur le stand-up, et effectivement, c'est plus simple quand tu parles anglais, parce que tu peux même aller en Allemagne ou dans des endroits comme ça.
t'étais à Los Angeles à un moment donné, toi, tu me dis non? Ouais, bah, j'ai fait New York et Los Angeles, mais ça c'était plus du tourisme où j'ai Ouais. fait des open mic parce que j'avais que ça à faire et je suis surtout allé à Montréal pendant 2 mois, je crois. Mhm. Et je serais resté s'ils avaient pas leur hiver de merde. C'est ok. vraiment pas possible. Moi, mon corps, en fait, il est vraiment fait pour les conditions de là. C'est de ici. C'est-à-dire que même, genre, tu sais, en Guadeloupe ou en Martinique, genre, je suis trempé, je suis mal, les moustiques qui sont partout. Qu'est-ce Faut que. que tu t'adaptes. Les Faut en chier, faut s'adapter. les conditions climatiques extrêmes, que ce soit tropical ou genre l'hiver ouais. vénère, c'est genre. Toi, c'est vraiment le milieu. Tu sais, il fait 0 degré, j'ai mal au crâne. C'est genre, en fait, je crois que mon corps, je sais pas, il y a un truc d'ADN. Je suis un mauvais spécimen. Un thermomètre, en fait. Un Je te thermomètre. jure, en Martinique, j'étais genre trempé de partout. Ah ouais. Genre, c'était, genre, je sais pas comment la sueur se crée sous le pantalon. Enfin, bref. Donc ouais, j'ai principalement voyagé dans des pays un peu plus. Ok. Toi, Je voulais te poser la question, Dis-moi. c'est quoi la période idéale? Parce que je vais aller à Montréal. ouais. Pour aller voyager à Montréal. On dit souvent entre mars et juin, c'est cool. Bah là, tu veux y aller pour jouer, du coup. Ouais. Ouais. Pour jouer ou même pour le temps, pour éviter de se retrouver Ouais, c'est-à-dire sous 20 cm de neige. en gros, il se passe pas grand-chose à part le festival de juin à mi-septembre. Ok. Ensuite, de mi-septembre jusqu'à. En fait, à partir de mi-septembre jusqu'à mai, tu peux y aller. Mhm. Et ensuite, bon, bah, il y a le froid. Donc, mais en gros, ouais, si tu viens de octobre jusqu'à fin mai, tu peux jouer autant que tu veux. Surtout si tu leur dis que t'es pas là pour. Enfin, en gros, si tu leur dis, ouais, je suis juste là pour 2 semaines, 3 semaines, un Ouais. mois, ils vont te mettre partout. Mhm. Ce qui m'est arrivé à moi. Bon, j'avais designé un passage où tu sais, tu changes quelques mots. Ouais. Tu dis fourré au lieu de baiser, ou tu dis la graine au lieu de la bite, ou des trucs comme ça. C'est assez marrant en fait, parce que Ouais. toi, tu te sens pas naturel, mais eux, tu vois qu'ils rigolent plus et ils sont contents parce que t'as fait un effort et tout. Donc j'avais quand même bien designé mon truc. Et puis, Ouais. mais ouais, non, franchement, ça vaut le coup. Moi, je recommande à tous les humoristes de... J'ai vraiment hâte de découvrir ce Ouais, parce que pays. tu vois aussi comment c'est organisé, la culture autour. Et, On m'a dit quoi, au niveau du travail, tu reviens, ta culture de travail, même en France, change. T'es pas le même au niveau de l'écriture, même au niveau du... Bah eux, ils écrivent beaucoup. Par contre, ce qu'ils font, c'est un truc aussi qu'on fait, c'est qu'ils se vendent d'avoir beaucoup de nouveaux matériels, mais c'est aussi beaucoup de trucs qui sont des... Tu sais, tu name drop une célébrité locale, Ouais, où tu fais, bon, ça c'est cool, mais si tu le mets sur Internet, ça va vraiment que parler aux gens qui... exactement. Voilà. Et mais effectivement, de toute façon, ils travaillent plus... C'est vraiment une industrie là-bas. Mhm. Et les gens sont plus cool. Tu sais, tu deviens moins, genre, connu très vite, potentiellement, donc les égos sont un peu plus chill, et... même les mecs les plus connus du Québec, je les ai croisés, ils ont été super cool avec moi. Il y a Mike Ward qui m'a. En fait, quand j'y étais, il y avait aussi Jason Brokers. Ouais. Et, Lui, c'est chez lui là-bas, il aime trop. Ah ouais, c'est trop Chaque bien. fois, il me parle du Canada, enfin du Ah ouais, Québec. il venait d'avoir sa petite et tout, Mm. il a rien à foutre dans les duets. Et Mike Ward nous a amené. Je sais pas, je devrais peut-être pas raconter cette histoire. Ça a l'air sombre. Ouais, est-ce que j'ai le droit de dire que Jason Brokers à un moment était dans un strip club où Je sais entre c'était toi. pas, c'était contre son gré. Ça- C'est en fait Mike Ward, c'est un mec. Tu m'as regardé dans les yeux en mode attends, John, est-ce que Je sais pas si- est-ce que ce musulman est prêt à En entendre gros, cette information? Mike Ward, parce que moi je connaissais pas les strip clubs en fait. C'est un Ok. truc. Et on est en tournée avec Mike Ward près de Québec, tu vois, Ouais. dans une zone industrielle. Et Mike Ward, c'est un peu son truc, tu vois, genre il va dans des strip clubs, c'est un truc culturel. Il rentre dans le strip club, c'est un Mike Ward, c'est un humoriste qui est très connu en fait au Mhm. Canada. Et quand il rentre, les strippeuses, littéralement, elles sont arrêtées de pole dancer, genre oh putain, c'est Mike Ward. La paye est là. Et Jason était là, on sentait qu'il avait pas forcément envie d'être là. Mais Il a été très. il y a une meuf qui a essayé de lui vendre une danse de Ins et tu le voyais vraiment, il était là et à la fin il a fait bah merci, hein, bravo, bien, genre beau belle structure de corps. Il était trop mal à l'aise. Pendant ce temps-là à côté il y avait Mike Ward qui signait des boobs. Mais pourquoi tu racontes pas ça sur scène? C'est J'ai magnifique. pas envie de le balancer sous un bus là, déjà je sais pas si je vais le garder ça. Oui, ça se trouve il va m'en vouloir de ouf. Parce que moi en plus, je sais que Jason c'est pas non plus un enfant de cœur, il est pas genre Non, oh, mais mon je Dieu, sais, des bien seins. sûr, mais en fait, ça se voit qu'il est partagé entre sa passion de je suis avec Mike Ward, mais au mauvais endroit. Tu vois, Il était là, bien. Il avait pas fait ça là. Cool, hein. c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, je te jure. Toi, t'as commencé le stand-up il y a 5 ans, c'est ça? 5, 6 Ouais, ans un peu plus de 5-6 ans, ouais. Je On compte les 2 dernières années. Oui, bon, c'est vrai que maintenant, du coup, ces 2020, années-là. 2020, on la compte ou pas? Moi, j'ai commencé à te voir, c'était au Labo du Rire, je crois. Hein, c'est ça. Est-ce que.
parce que moi je l'ai pas fait beaucoup. En gros, le Labo du Rire, c'est un truc où tu joues à 18h et c'est que pour les gens qui débutent a priori et tu joues pas longtemps. Les gens qui débutent ou aujourd'hui, c'est aussi devenu une scène où des gens testent tout court. T'as Mathieu qui... Oui, maintenant c'est devenu mieux. À l'époque où tu le faisais, ça commençait déjà à devenir ok. En gros, c'est un open mic, mais c'est à 18h, donc tu sais pas trop. Genre, qu'est-ce que vous faites de votre vie pour être là dans la salle, tu vois? C'est exactement ça en fait. Des fois, tu joues, mais face. En fait, il y avait une règle du Labo du Rire, tellement on n'avait personne, c'est que tu veux venir jouer, ramène 2 personnes. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu cette règle. Donc, si tu fais jouer, je sais pas, 6 personnes, tu leur donnes 5 minutes, bah, tu dis, il y a 12 personnes dans le public, plus la personne qui est là, qui essaie de pêcher une meuf à 17h30, 18h. Et on va dans une cave. T'as 20 personnes devant toi et puis let's go, quoi. Ouais. Toi, ton souvenir de ça, c'était quoi? Est-ce que tu as été. En gros, il y a des gens, tu vois leur début, tu vois qu'ils sont mal à l'aise, tu les vois devenir à l'aise après. J'ai pas pu observer. Enfin, j'ai pas eu. En gros, je t'ai vu, tu étais déjà plus ou moins à l'aise. Et moi, en fait, j'ai tellement vu de malaise au Labo du Rire que j'ai su gérer. J'ai commencé par 1 an et demi de malaise que je voyais, que je faisais un peu sur scène. J'ai commencé par hoster, tout simplement. Moi, au Labo du Rire, je savais pas de passage. Ok, je présentais, je faisais la programmation. C'est Nadi qui m'avait filé ça. Et puis voilà, quoi. Pendant facile, quasiment 1 an, j'étais là, je cravachais, mais je suis monté. Après, j'ai hosté pendant 3-4 mois. Après, je suis monté sur scène. J'ai vite enlevé cette peur. Tu vois, cette peur un peu de monter sur scène, de jouer un passage. J'ai mis 5 ans pour m'en débarrasser de cette peur. Putain, c'est vraiment. J'avais des douleurs cardiaques, moi. Tu sais, genre, j'allais me coucher et j'avais mal au cœur, genre. Un point quoi, que j'ai plus maintenant, et c'est vraiment l'angoisse de la minute avant de monter sur scène. Genre, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ça, c'était. J'avais jamais joué à. Comment s'appelle cette salle? Elle est pas loin d'ici en plus. Merde. C'est Roman qui l'a fait, a fait 1000. Le truc avec le sol en lumineux, non? Non, ça, elle est magnifique cette salle. C'est pas la Nouvelle Ève, mais excuse-moi, faut que je la trouve. Le Trianon. Ouais. Ah oui, classe. Ouais. Moi, je savais pas. Je connaissais pas. Je suis pas de Paris, donc je connais pas le Trianon. Et Roman m'appelle, il me dit semaine prochaine, t'es chaud pour faire la première partie au Trianon? Je dis ouais, merci. Tu vois, moi, je faisais souvent ces premières parties au Théâtre de l'Œuvre, etc. Donc tranquille, j'aime faire ces premières parties. Le public est chaud. Donc c'est un public clic. Donc des fois, ils regardent un peu les oui, c'est vrai, ils me reconnaissent un petit peu, c'est sympa. Et donc je me dis avec plaisir, je vais faire ta première partie. Et j'arrive au Trianon un peu à la bourre, genre 5 minutes avant de monter sur scène. Ça, c'est les humoristes en scooter. Moi, c'est toute ma vie, ça. Je joue là, je me balade dans Paris. Et j'arrive 5 minutes avant de monter sur scène, je me désape, je dis bonjour, il y a tout le monde qui est là. Il y a d'autres premières parties, j'échange, ça va les gars, tranquille, je parle un peu avec Roman. Alors, c'est bien le Trianon, c'est une salle de combien? Il me dit 1002. Je fais quoi? Et ça, à 40 secondes de monter sur scène. Et là, il m'annonce et il m'envoie devant le Trianon. Et j'avais. Est-ce que t'as été genre. Je te jure, j'avais même pas vu la scène. Et lors de ma première blague, j'ai entendu que c'était 1002. Première blague, genre. Ouais. Ou quand Roman a fait est-ce que vous êtes chaud? T'entends. Voilà, tu dis, c'est extraordinaire. C'est la première fois que tu fais devant autant de monde. Et là, ça m'a piqué un petit peu. Non. J'ai joué j'ai fait l'Olympia, j'ai fait aussi. Mais j'étais un peu préparé mentalement. Tu vois, c'est une grosse salle. Stay focus, regarde le premier rang, etc. Ouais, c'est genre là, tu savais pas, tu pensais que non, ça m'a pris vraiment de court. Ça arrivait là, bam. D'un coup, ça arrivait là. Je suis dit, ok. Mais après 2-3 blagues, c'est passé. Est-ce que ça t'a donné envie de pouvoir toi-même remplir ce genre de salle avec Ouais. Tu sais que j'ai toujours ce petit post-it qui me dit dans 5 ans l'Olympia. Ah oui, c'est vrai. Et je me pousse franchement, et là, je suis entre guillemets content que toutes ces émissions de télé, etc., s'arrêtent un petit peu pour que je puisse un peu vraiment me concentrer sur ce que j'aime. Non, même pas chiller. Vraiment bosser comme un dingue sur mon stand-up, sur mon spectacle. Mon spectacle est là, à moi de le modéliser pour qu'il arrive où est-ce que je veux qu'il tape. Il me semble que tu as fait la première un jour où j'ai joué juste avant, au point virgule, non? C'est ça, pendant les 2 confinements, c'était ça? Ouais, j'ai fait la première au point virgule. Ouais. C'était quoi Parce qu'en gros, moi j'avais une question avant, sur le Labo du Rire. Oui. En gros, est-ce que tu as appris, parce que tu avais l'air de dire qu'en gros, tu avais beaucoup appris des échecs des autres. Est-ce que c'est vrai ça, qu'en gros, finalement, tu prenais pas trop des gros fours, mais tu voyais plein de gens faire de la merde et tu fais bon, ça on fait pas, ça on fait pas. Ouais, parce que moi j'ai beaucoup appris comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais le labo, ça t'aide beaucoup sur ce genre de. Tu les vois faire des erreurs que tu as déjà fait. Et tu fais donc c'est à ça que ça ressemble quand t'es dans la salle. Et surtout, en fait, à force de s'enregistrer bidé, à se filmer bidé, tu te regardes, ça fait mal. Et tu dis ça, j'arrête de le faire. C'est le rire nerveux là. Cette main, pourquoi je la pose sur cette épaule? Pourquoi je répète ce mot 4 fois? Pourquoi je répète, tu vois ce que je veux dire? Ah là, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Toi, ce mot-là, voilà, c'était la blague. Faut arrêter tout ça.
Non, c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Ouais. Ouais. Ah, c'est mort. Hein. C'est chaud. Oh, je te jure, c'est vraiment. Et t'as les gens qui sont en face et le public change de jour en jour. Il faut arrêter d'accuser le public. Si t'es bon, t'es bon. Des fois, Souvent, ouais. il y a un petit pourcentage, c'est vrai, des fois. C'est juste que comme c'est vrai une fois sur 100 et que tu. Bah, tu vois, c'est comme si une blague marche 9 fois sur 10, bah, ça veut dire qu'inévitablement, il y a une fois dans la semaine où ça va pas marcher. Exactement. Quand on dit c'est jamais la faute du public, je pense que sur 100 passages, il y en a peut-être un où, bon, là. T'as toujours un petit groupe qui sont là pour foutre la merde. Faut aussi admettre quand t'avais aucune chance. Tu vois. Faut pas trop s'en vouloir de. Il y a des trucs où je me suis ouais, j'ai l'idée, mais en fait, j'ai même pas les capacités pour faire mieux pour l'instant, peut-être plus tard, mais. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est totalement vrai. Et du coup, 5 ans après, tu fais ton premier spectacle. Est-ce que. Moi, on m'a un peu poussé à le faire plus tôt et je l'ai pas fait. Est-ce que toi, t'avais déjà de la pression de le faire avant ou c'était genre, vas-y, on y va, ça fait 5 ans, t'es prêt? Ou est-ce que dès que t'as fait clic, on t'a dit, vas-y, fais 1 heure, on s'en branle? Non, même pas, en fait. Tu vois, ça s'est construit un peu. Des passages que je faisais sur scène, je les ai mis bout à bout. Et je me suis dit, ça fait 1 heure. Ouais, j'ai eu ça aussi à un moment. Ça fait 1 heure, là, tout ça. Et ouais, donc, du coup, t'as pas pu. Donc tu l'as quand même fait plusieurs fois ton spectacle? J'ai joué 4 fois. Parce que moi, je l'ai fait 1 fois ici, juste avant le Covid. Après, fini. T'as fait une Merwan B, je sais qu'il avait fait. Ouais, mais on a été exactement dans la même situation, au même endroit. Genre, je fais la première, trop cool. Je fais, vas-y, on en fait d'autres. On en fait 1 par mois au début pour voir si ça remplit. Puis après, toutes les semaines, si ça remplit bien, tu vois. Et puis, bah voilà quoi. Mais non, bah, au moins, ce qui est sûr, c'est que au moins, je suis mentalement prêt. Il va falloir que j'y réécrive un peu. Je pense que je vais attendre quand même, genre, je sais pas, entre 3 et 6 mois avant de me dire, vas-y, on commence à le reroder ici quand ça va rouvrir. Mais je suis pas contre l'idée en fait enfin j'ai eu des discussions interminables avec plein de gens là-dessus, mais l'idée de l'attendre un peu, je suis pas entièrement contre. Et, le fait j'avais l'impression moi c'était genre putain, j'ai fait toutes mes vannes et ça fait que ce temps-là quoi. Et c'était ça pendant longtemps. Lors de ma première, ça m'a fait ça. J'étais tellement stressé et tendu. T'as parlé trop vite. Que j'ai livré mon spectacle. Je te jure, Adrien. Je te jure, j'arrive au dernier sketch et je vois mon chrono, je vois 27 minutes. Je dis, oh putain de merde. J'ai eu ce problème-là tellement. Et j'ai préféré être sincère avec les gens. J'ai dit, et j'ai fait une dinguerie. Je dis, écoutez-moi bien, on est déjà au dernier sketch. Et ça fait 27 minutes. Et j'ai vendu 55 et j'étais dans la merde. Donc j'ai dit, écoutez, on va prendre notre temps, on va se détendre. Il y a qui dans la salle? Ça là, vous allez bien. Et puis après, j'ai enchaîné un peu d'impro. J'ai fait quelques tests que j'avais sous le manteau. Après, je suis revenu naturellement sur le dernier sketch que j'ai allongé. Merde, ça fait que 28 minutes. Que j'ai allongé et là j'ai réussi à faire sur le dernier sketch qui dure 8 minutes. J'ai réussi à tenir 20 minutes. Et tout ça en tirant, en se mettant et surtout en me détendant. Dès que j'ai pris un coup d'eau, je me suis dit tout doucement. Donc toi, c'est plus ça que tu vis? Parce que moi, il me semblait que tu voulais aussi faire du cinéma. Ouais, mais tu vois, quand t'arrives, je te jure, mais le cinéma, en fait, c'est toujours un petit dream, honnêtement. Je le garde dans un coin de ma tête. Moi, j'ai toujours été fasciné par, entre guillemets, 7e art. Génération Denzel, hein. Tu vois, Denzel Washington, mon pote. Pour ça, moi, je suis pas impatient sur le cinéma. J'aimerais bien jouer des rôles de daron de 40, 45 piges, tu vois ce que je veux dire, qui doit protéger une petite blanche. Tu vois, j'aime ça, tu vois. Des fois, on propose des trucs un peu genre, ça dirait de jouer. Man on Fire. Non, on me propose rien. Ça dirait pas de jouer un jeune des quartiers, genre un truc. Non, honnêtement, on propose que pas grand chose. Il y a Jérémy Detlo qui m'a proposé un rôle dans son prochain court-métrage. Mais on me propose, j'ai pas fait. J'ai joué dans le dernier film enfin, qui est pas encore sorti, dans le film de Mouloud Achour, Les Méchants. Elle a fait un film? Ouais. Trop bien. Où il y a Roman et Jimo qui ont le premier rôle. Vraiment un film. C'est trop cool. Cool. Je l'ai vu, j'ai vu une projection là. C'est ton premier film? C'est la première fois que je suis au cinéma. C'est trop cool. Et j'ai un petit rôle et je joue un ado de 16 ans qui se saute et qui aime la Bible. Vraiment tout le contraire d'eux. Et si tu devais choisir, est-ce qu'il y a un moment où tu t'aurais te retrouvé dans une situation où tu pourrais choisir? J'ai vu des gens choisir le cinéma plutôt que le stand-up. La scène, mon pote. Le stand-up. Après, peut-être que je dis ça parce que je connais pas le cinéma, mon pote. Le confort que ça peut t'apporter, la thune. Moi, je pense que peut-être qu'au bout d'un moment tu fais, j'en ai marre. Trop dosé. Ouais, ça c'est. Trop dosé. Moi, je pense que les Alban, les Ahmed Silla, des gens qu'on connaît un petit peu, tu vois, qui ont vraiment bouffé un peu la scène. Je crois que là, ils ont goûté au cinéma comme, je sais pas, tu regardes. Eric et Ramsey, ils ont goûté à l'osée du cinéma. Ils disent, c'est trop bon ça. Pourquoi tu veux que je remonte faire des répètes alors que je dis mon texte une fois et je suis bien? Moi je suis pas incorruptible, c'est juste que je suis très mauvais comédien donc c'est mort. Sinon j'aurais fait des castings. Je dis souvent ça, mais non, je pense pas.
Bah, en fait, ça m'a un peu Parce baisé le stand-up, c'est parce que c'est tellement l'inverse d'être comédien. C'est pas de quatrième mur et on est naturel et on joue pas. Quoi. On essaie d'être au maximum naturel. En fait, quand tu rentres, on n'aime pas trop les persos. On aime vite fait comment on appelle ça les. Ouais, je peux jouer une version de moi, mais jouer un perso. Exactement. Je vais être fou, quoi. Ouais, Genre, comme un mec qui chante fou, je vais jouer fou, quoi. Et c'est souvent quand tu débutes que tu joues un perso, tu te caches derrière un perso parce que t'es pas sûr de tes blagues et tu te dis c'est pas moi, c'est le perso. Tu vois, c'est souvent ça. Moi, je me cachais souvent derrière un perso dès le début. Tu vois. Ouais. Je jouais mon père alors qu'il n'a rien fait, le pauvre. Sur scène, tu faisais ça? Ouais, sur scène, je faisais un peu le con, quoi. En fait, je sais pas si tu vois, il y a mon passage où j'imite un peu quand mon père vient me défendre lors de mon conseil de classe. C'est moins. Il était vraiment. Avant, il était allongé, tu vois. En vrai, et j'étais vraiment dans le délire. Je comprenais pas, entre guillemets, je comprenais pas le sketch stand-up. Je montais, je faisais un sketch. D'accord. Tu vois, je comprenais pas vraiment. Ah, donc tu disais pas bonjour et tout direct, t'étais ton père, quoi. Je disais bonjour et je racontais vite fait la prémisse de l'histoire. Après, je rentrais dans le truc. Parce que la blague dont tu parles, en gros, moi je la trouvais intéressante parce que bon, effectivement, il y a un accent, mais il est pas trop genre cliché et il est pas abusé. Et c'est pas vraiment l'accent qui fait la blague, ce qui souvent est le problème. C'est les propos. Et en plus, c'est marrant parce que c'est l'inverse d'un sketch que tu peux voir où en gros tu te fais convoquer à l'école par le proviseur et il y a ton père qui vient et souvent le cliché c'est qu'il va te prendre, il va te défoncer chez Watt et là en fait le proviseur il est choqué. Non, voilà. Et là il essaie de te défendre et il parle d'esclavage et tout ça. Et le pire c'est que c'est vrai, c'est que mon père c'est vraiment mon avocat dans toutes les situations. Il va toujours me défendre ou autre. Il va même pas, il va toujours prendre mes patins. Et j'aime beaucoup parce que malgré son manque de maîtrise de la langue française, il va toujours trouver le propos qui va faire en sorte qu'il va me sortir de là. Il t'a déjà vu sur scène ou pas? Ouais. C'était quoi? C'était au Havre, j'avais organisé dans mes débuts. Tu vois, quand tu débutes aussi dans le stand-up, tu fais beaucoup de plans sur la comète. Ouais, je vais faire un festival dans ma ville d'origine. Ouais, on va faire ça. Tu vois ce que je veux dire? J'avais fait un festival, je te jure. Et j'avais quoi? 2 ans de stand-up, même pas. Ouais. Donc j'avais exactement 6 minutes sur scène. Et je me retrouve à monter un petit festival sur le Havre qui s'appelait... j'ai oublié. Ah, t'as monté toi-même le festival? Ouais, un petit festival. En fait, c'est même pas un festival, c'est un plateau, quoi. Un plateau qu'on a monté. Et je faisais venir des copains, tout simplement. Il y a Ahmed, Melha qui était venu. Il y a Jason qui sont passés. Il y a Jonathan O'Donnell qui est passé. Berwan. Et on prenait la voiture. On jouait dans l'après-midi, genre 17h. Et la salle était pleine. T'avais 200 personnes. Et puis, moins 150 personnes. Et puis, on rigolait. Mon père était dans la salle. Ma mère était dans la salle. Donc j'avais une pression un peu qui était décuplée. Il y avait aussi mes sœurs, tout ça. Donc, mais je hostais un petit toute peu. La famille et tout. Tu connais. Ça va vite le téléphone arabe. Même moi aussi viennent. Hein, ça va trop vite. Ça va trop vite. En fait, ici, quand tu joues un spectacle, tu vas dans la loge et il y a une caméra où tu vois qui est dans la salle. Tu vois. Et là, j'ai vu. Ah non, putain, c'est mon père. Ah putain, c'est ma mère. Ah putain, c'est mon frère. Ah, c'est ma soeur. Il y a tout le monde. Ça m'a fait ça lors de la première. Mon spectacle, j'étais vraiment stressé au point virgule. Et tu sais que tu peux, pour ceux qui connaissent la salle du point virgule, tu rentres par une porte dérobée sur la droite de la salle. Et je sors vite fait prendre l'air. Et sans sortir vraiment dans la rue, et je vois. Et là, je vois que des potes à WAM, des potes d'enfance. Le pire, c'est quoi? Ils ont fait la route du Havre jusqu'à Paris, 2 heures de route pour me voir. Et ils ne savent pas que j'ai 35 minutes de blague. Je suis foutu. Et ils pensent que tu vas être content de les voir. Ah, tous mes potes sont venus. Et surtout que c'est pas la première fois qu'ils me voyaient. Parce que souvent, ils viennent sur Paris. Je leur dis, vas-y, passer au Paname. Me voir. Ils voient 7 minutes. Ils voient que j'arrache la salle. Ils me disent, oh putain, c'est trop chaud. Ton spectacle, on va venir. Ils vont moi aussi, ils étaient tous venus me voir le premier 30-30 avec Shirley au Sentier d'Air. Je regarde la salle, je fais... Donc il y a 3 ex, 3 cousins, des gens avec qui j'étais dans des groupes. C'est quoi ce bordel? En plus j'étais trop con, je l'ai même pas dit. C'est-à-dire j'ai fait que je jouais comme si c'était que des gens que je connaissais pas. Et ce qu'il faut quand même le dire. J'ai essayé de pas le dire, mais en fait t'es mieux à crever l'abcès. Moi, mon beau-père était là un soir. Et j'étais obligé de couper à un moment donné. Je dis, mon beau-père est dans la salle. Et lui comprenait pas un peu mon métier. Je dis, regarde, pour papa, c'est comme ça que je paye le loyer. Tu vois, j'ai décomplexé un peu le truc comme ça et c'était vraiment cool. Quoi. Mon daron, il se met au premier rang.
Et bah, il kiffe, il se marre, quoi, tu vois, genre, c'est pas, il me juge. Mais toi, tu vois. Bon, c'est dur de l'ignorer, en fait. Un jour, ma femme s'est mise au premier rang. En fait. Ma femme et mes deux meilleurs potes sont mis au premier rang lors d'un 30-30 avec Merwan B. Je monte sur scène, je les vois au premier rang dans une salle à moitié pleine. Comment s'appelle cette salle là-haut là on faisait le... Putain, comment s'appelle cette salle? C'est Racine Carré. C'est où? Oh putain. C'est pas le soleil de la butte? Non, mais on faisait notre plateau là où ils ont souvent fait. Oh, bordel! Bordel Club. Voilà, Bordel Club. Comment ça s'appelle? Montmartre Galabru. Montmartre, feu Galabru. Feu Galabru. Bah non, tu vois quand elle est à moitié pleine cette salle, ça se voit bien. Ouais. C'est pour ça que je te l'ai refilé le plateau. Ah, laisse tomber, mon gars, laisse tomber. Et là, je monte sur scène, je vois ma femme, mon pote, je dis oh, arrêtez. J'ai transpiré comme un dingue. Moi, je transpire direct en plus. C'est dur parce que même si ça se passe bien, chaque vanne qui marche, tu vois les gens rigoler et tu fais mais qu'est-ce que mon père pense par exemple, tu vois, de cette vanne. Et où il y a 2-3 moments où c'est le seul à rire à la vanne et je fais bon bah ça c'est mon daron, hein, il est fier de moi. J'ai surtout un passage de quasiment 10 minutes sur mon ex et j'ai ma femme au premier rang qui connaît pas cette histoire. C'est exceptionnel parce que ma femme vient quasiment jamais me voir et là elle me dit vas-y sur l'occasion j'ai passé le doigt. Parce qu'en fait, nous, ça nous angoisse et ils s'en rendent pas compte parce que nous, en fait, ils sont toujours genre, ouais, c'est trop bien, on vient de voir, c'est trop cool. Et toi, t'es là, genre, c'est bizarre que ça soit plus simple quand c'est des gens que t'as jamais vus, même si parfois ils te jugent plus. Je préfère jouer devant des gens qui croisent les bras que je connais pas des fois, juste pour essayer de les convaincre. Largement, c'est plus facile. En fait, il y a un petit côté aussi, on est un peu des menteurs. C'est plus facile de mentir face à des gens que tu ne connais pas. Face à des gens que tu connais. Je crois que c'est aussi la peur de l'échec, dans le sens où ça m'est pas arrivé encore de prendre un gros four avec quelqu'un que je connais dans la salle. Moi, putain, ça m'est arrivé ma gueule. Mais je sais parce que je vois la tête qu'il ferait dans la salle, genre, tu sais, le sourire un peu figé, genre, je vais rester quand même parce que c'est pour lui. Ça m'est arrivé quand ça? Non. Dans une chicha, mon pote. Mais ça, c'est un accident, alors c'est pas des gens qui sont. C'est même pas un accident, c'est un assassinat. Faut le dire aux gens, il y a des spectacles dans des chichas. C'est pas la meilleure ambiance, mais c'est bien payé. Je regarde dans le vide là. C'était. J'ai déjà raconté cette histoire, mais. Le souvenir du Vietnam. Comment s'appelait cette chicha? Il y a quoi? Il y a le White Dream. Le White Dream. Ouais. On proposait 150 € pour 10 minutes, un truc comme ça. J'y vais en courant, j'avais pas d'oseille. Je suis dans le début du stand-up. 10 minutes, je dis bon, j'ai 7 minutes, je vais faire 2-3 impros et ça va faire 10 minutes et bye bye. J'arrive devant la chicha, je vois plein de jeunes de mon quartier. Genre, ils ont fait la route. Tu vois, des jeunes qui sont un peu dans la délinquance. Ils me disent Waouh, Soula Waouh, tu fais du stand-up, mais non on est trop content t'inquiète, on va te donner de la force, mon frère. Ils sont là à 5-6. Ça sent déjà mauvais. Je dis vas-y, tranquille, les gars, vas-y. On m'a dit attention, c'est le djihad, le White Dream. Mourad, il me dit ça, c'est Mourad. Je monte sur scène, je fais 2-3 blagues. Alors là, mon pote, le silence, le confinement. Confinement sonore. Je te jure. Bam! Personne! C'est un silence qui fait du bruit. Personne! J'entendais le bruit des chichas. Quand t'entends. Ça fait, je déroule. Je dis, bon, bah écoute, on va se mettre en mode avion. Ouais, ton âme s'en va, t'envoles. Ouais, mon âme, elle est retournée au Paname. Je pique un peu d'eau si tu me veux. Ouais, pas de problème. Et puis voilà, c'était très difficile. Je suis rentré au Havre direct après. Je me suis dit, vas-y, j'arrête. Ça me fait mal à la tête. Mais là, c'est des gens qui te connaissent, c'est pas genre des potes. Parce que moi, en fait, c'est le pire, c'est les gens qui t'aiment vraiment bien, quoi. Genre, et qui vont te faire ah, c'était pas mal, hein. J'aimais bien comment tu passais d'un personnage à un autre. Tu sais, c'est comme si tu fais écouter un son à quelqu'un, il fait j'aime bien la caisse claire, hein. C'est comme ça, c'est bien. Je vois trop le truc. Ça essaie de te caresser dans le sens du poil, mais tu sais que t'étais éclaté au sol. Parce qu'ils savent aussi que tu vas pas bien à ce moment-là. J'ai horreur de ça. En plus, moi, franchement, après un bide, il vaut mieux pas me parler. En fait, parce que même si je fais attention, il y a que la mort qui va sortir. Il y a que les trucs où si on me filme, je suis cancel demain, quoi. Genre. Et c'est pour ça que je suis content de rentrer en scooter parce que je suis seul. Et je suis seul face à mon échec. Tu vois? Et je me des fois je bide, il y a des soirs où je fucked up. Je sais pas, ça m'est arrivé un jour au Serfati où je m'étais fait mal au dos et j'ai fucked up toute la soirée parce que la chauffe éclatait. Souvent quand le MC il est éclaté, après il y a 2-3 humoristes qui ont remonté le niveau, mais vraiment la soirée oubliée quoi. Et je rentre et je me remets tout en question. Putain, ils m'ont fait confiance, ils m'ont appelé. Ils ont vu. Je connais. Merde, je rentrais comme ça en scooter. J'écoutais du De Palmas dans mon casque. Tu vois, marcher dans le sable, me sentir coupable. Vraiment une grosse de merde. J'étais là. Pourquoi je fais ce métier? Et tout seul, tu m'as laissé. Et surtout, il y a un gars du public qui m'a dit. J'ai entendu parler à un de ses potes et il a dit il a chaud. Tu vois, ça fait mal. Ça fait mal. Très mal. Moi, j'ai eu pire. J'ai eu des gens, en fait, tu prends un four, genre au Paname, et après tu rentres, tu prends le métro, et en fait, il y a encore des gens dans le métro qui étaient au spectacle. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et les fois où c'était un bon spectacle, c'est cool, tu vois, c'est un peu bizarre quand même. On est à
7 km de là où tu m'as vu, t'es encore là. J'espère que tu vas pas me tuer. C'est relou. Mais il y a une ou deux fois où. C'est lui qui a gâché notre soirée. Non, en fait, c'est des gens qui sont venus me voir pour me dire. Parce qu'en fait, en gros, l'histoire, je peux la raconter depuis le début, c'est j'étais au Paname, il y a un gars, je vois un vieux, un peu en mode grosse tête, il commence, et je le vois, il prend des notes. Je fais, pourquoi tu prends des notes? C'est pas cool. Et il commence à, en fait, il me parle mal. Du coup, il y a une mauvaise interaction, et moi, en fait, j'oublie complètement que je suis censé un peu continuer à faire rire les gens. Donc vraiment, je suis bloqué sur ce gars-là, et en plus, il me vanne, et quand il me vanne, ça fait rire les gens. Et T'as lâché quoi comme van? Je sais plus. Ah bah non, bah ouais, j'ai fait le truc classique qu'il faut pas faire. Ouais. En plus, ça marchait bien, hein, ça marchait bien. Je vois le gars, il prend des notes. Je fais, c'est pas cool, c'est un spectacle d'humour. Et forcément, là, le gars, il fait, ah bah je l'attends encore l'humour. Hein, Et les gens, en plus, les gens, ils avaient pas de face, hein, parce qu'ils m'ont abandonné tout de suite alors qu'ils étaient avec moi. Et quand je suis rentré, et après, je suis resté un peu bloqué sur le gars parce qu'il était vraiment irrespectueux, quoi. J'étais vraiment vénère. Et quand je suis rentré, j'ai pris le métro, j'ai vu deux gars, ils étaient là, ah mais fallait continuer, nous on voyait pas le gars. Le mec, et en fait il avait raison le gars. Il m'a dit nous on était au fond et on n'a pas compris pourquoi t'as pété un câble sur le gars qui était devant. Parce que et bah, finalement ça m'a fait apprendre à faire attention à ce qui se passe au premier rang. Que des fois il vaut mieux rien dire, tu vois. Bien sûr. Bon, toi t'es présentateur souvent donc c'est peut-être un peu l'inverse qu'il faut faire. Mais moi je sais que le nombre de fois où je me suis embrouillé avec des gens, où en gros si t'es au fond tu vois juste un gars qui fait et qui pète et tu vois pas en fait même si c'est juste du bruit. Non, c'est à dire que souvent c'est triste mais c'est pas les gens qui vont, quand tu les croises dans le métro après un beat, ils vont pas te remettre Ouais, bien sûr. à bas, ils vont faire Ils reviennent dans la vie civile. c'était ok. Tu vois, rien qu'à raconter ces histoires, en fait je passe plusieurs podcasts à dire que ça me manque pas, en fait ça commence à me manquer à raconter ces histoires. Moi honnêtement tout court le stand-up ça me manque comme pas possible. Ce qui manque, c'est savoir si ce que j'ai écrit est drôle. Ouais. T'as déjà joué? Oui, j'ai écrit joué. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à Barcelone il y a pas longtemps, je crois, ou en Espagne. Moi, j'ai eu la chance de jouer il y a 10 jours. Ah, trop cool. C'était quoi? Dans un truc un peu Pas le clandestin. droit de le dire. Parce que j'ai dit, oui, un truc un peu clandestin. Moi, je m'en bats les reins. De toute façon, c'est fait, hein. J'ai pris mes applaudissements. Non, il y a une start-up une start-up Macron, bravo. Ah, mais oui, d'accord, je vois qui ce que nous a c'est. sollicité et puis on a joué. Ah non, j'aurais kiffé que ce soit un comedy club qui ouvre comme ça. Ah, j'aurais kiffé. Mais non, c'était vraiment micro, baf, 60 personnes qui étaient là pour un séminaire. Il fallait faire rire. Merwan était chaud, il les a bien chauffés, on a fait nos passages. C'était vraiment top, j'ai grave kiffé. Il y a des gens qui font même ça, je crois que les gens du Fridge, je peux le dire parce que apparemment c'est officiel, ils font ça genre chez toi, si tu veux. Genre, tu peux organiser un spectacle du Fridge avec, je sais plus qui, mais les gens qui jouent au Fridge Comedy Club d'habitude et tu peux le faire à domicile. Et c'est que les trucs où j'ai un doute sur la légalité de tout ça. Tu sais, maintenant. Même ça, c'est même peut-être pas légal ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on est des drogués, quoi. On se gratte le bras, on cherche la drogue. T'as Redouane Arjan qui fait du stand-up dans la rue. T'as Verino qui fait du stand-up chez lui. Redouane, il joue dans la rue, là. Ouais, faut peut-être qu'on l'aide. Je te jure, il commence à jouer du piano. Il commence à prendre le piano des gares. Tu sais, genre, il va à Gare d'Austerlitz. Du stand-up à côté d'un accordéon. Et je sais plus, il y a qui d'autre qui faisait du stand-up de manière, mais vraiment stand-up, mais de manière différente, quoi. Ouais, tu peux le faire sur Zoom, il y a plein de après, les gens se cherchent, quoi. Moi, ce qui me manque, c'est, en fait, le lifestyle, j'en avais un peu marre, genre, j'étais prêt à prendre une pause, je l'ai prise, c'est bon, donc c'est pas forcément ça qui me manque. En plus, bon, ça me fait un peu boire, c'est pas forcément bien pour moi. Par contre, écrire des trucs et pas pouvoir les tester, je suis là, genre, bon, bah, je vais appeler Seb Melia pour voir s'il rigole quand je lui dis. Tu peux toujours faire ça, tu vois. Tu peux toujours. J'en discutais avec Louis Dubourg. Comment il va? Il va très bien et ça m'a fait vraiment plaisir de l'avoir au téléphone. Et je lui disais en fait ce qu'on écrit là actuellement, c'est comme des graines, qu'on sème, mais sans la scène, son public, on peut pas les arroser. Oui, il y a pas. Il y a pas d'eau. Donc la plante ne grandit pas. Moi j'ai toujours vu ça comme on plante des graines de toute façon. J'ai des trucs qui ont commencé à marcher au bout de 4 ans à tester le sujet. Mais la graine était là, je l'ai écrit en 2012 et en 2016 ça marche. Et là j'en ai plein des graines et je fais bon, je peux pas les fertiliser. Je regarde mes notes, j'ai des trucs de merde, qui étaient de la merde avant, mais j'avais pas tous les skills que j'avais et la confiance que j'avais aujourd'hui pour les raconter. En plus, je crois que j'écris mieux quand je sais que je vais devoir le dire à des gens parce que je veux dire, je vais pas. Parce que des fois, t'écris des trucs et si tu conçois pas clairement que tu vas devoir être là, le dire devant des gens qui vont te regarder, genre, qu'est-ce que tu racontes? Des fois, tu laisses le poète en toi un peu, tu sais, grand corps maladisé, un peu ton truc, tu vois. Et, freestyler un petit peu, quoi. Et après, t'arrives sur scène, mais y a pas de vanne, en fait. J'ai oublié la vanne. C'est de la prose. Ça me l'a fait sur le passage de Liverpool. Ouais. Et j'avais pas de fin, j'avais pas de début. Je racontais juste que, en fait,
le sujet, c'était que j'avais embrassé la Champions League. Oui, J'ai j'ai la vu la coupe, vidéo, ouais. juste ça. Et je voulais le raconter sur scène au début. J'arrivais, j'ai embrassé la Ligue des Champions. Sans blague, sans rien du tout. Et les gens me disaient pourquoi, t'étais parti avec qui et hop. En fait, j'ai construit par rapport à ça. Tu vois, j'ai construit, ils me croyaient pas, je montrais la photo. J'ai dit, ah ouais, pourquoi t'as pas pris ta femme? J'ai dit, ah ouais, faut que je raconte pourquoi j'ai pas pris ma femme. Boum, boum. Et c'est à partir de toutes ces questions qu'on m'a posées, que je me suis posé, que j'ai réussi à faire un petit 8 minutes qui. Ouais, ou des fois, tu t'as écrit un truc et c'est pas encore drôle, mais t'as senti qu'en fait, quand t'as lancé le sujet, ils étaient là genre, ça va être trop bien, et que tu les as déçus avec la vanne. Et... c'est tout le temps ça, moi. Ça, c'est l'histoire de ça, c'est bien, ça veut dire, ok. Ça l'idée les intéresse et je les ai juste déçus. Mais parce que des fois, l'idée les intéresse pas déjà dès le départ, genre, ok. Et des fois, ils sont là, genre, ça va être cool. Et quand tu les déçois, tu fais, bon, bah, au moins, je peux rentrer chez moi. Ouais, rebosser, te réécouter. Et là, j'ai des grimoires de pensée. Comment tu te sens quand tu te réécoutes, toi? Je crois que je suis habitué maintenant. Hein. C'est parce qu'en fait, de toute façon, même quand je regarde mes passages sur YouTube, tu sais, très vite, j'entends un couac de voix, genre, mais c'est qui ce type? Donc non, me réécouter. Moi, je me re-regarde pas parce que j'ai l'impression que ça peut me distraire si je re-regarde le passage. Et je préfère écouter l'audio pour voir exactement genre qu'est-ce que j'ai dit, les mots et tout. Et ensuite, pour moi, le travail de regarder la vidéo, c'est presque autre chose que tu mélanges après. Mais en gros, regarder quelle tête t'as, est-ce que t'as un regard fou. Mais si je regarde les deux en même temps tout de suite, je vais me focaliser sur mes veuches ou sur un pli de ma chemise. Et j'aime bien écouter. Mais l'attitude que tu as sur scène, est-ce que la vidéo t'a déjà aidé à. Parce que moi. En fait, je m'agace et je vais. Bon, ça m'agace. J'aime pas quand je fais. Genre, il y a plein d'attitudes où je fais. J'aime pas me regarder comme ça. T'es plus là pour effacer que pour ajouter. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, les premiers passages télé que j'ai fait, je vois que j'en fais beaucoup trop. Genre le Jamel et tout. Enfin, au moins, dans le sens, je l'ai donné, quoi. Tu vois, il y a de l'énergie et tout, mais c'est pas exactement moi non plus. Donc, mon premier passage du Comedy Club, je l'ai delete. On dirait que j'ai pris mais je suis arrivé comme ça, je faisais non, oui. On a l'impression que j'étais possédé par Claudia Tagbo. Putain, c'est limite, il m'avait tiré d'un canon sur la scène, genre c'était le bordel. Je crois que quand je suis monté sur scène, je suis rentré dans le Jamel qui sortait, genre il y avait pas de place. Il y avait plein de gens avec des téléphones que t'avais l'impression de les gêner. Pardon, mais tu es qui? Je ne t'ai jamais vu. Pourquoi t'es dans le couloir? C'est un tournage, quoi. Donc c'est compliqué. Il y a plein de gens, il y a plein d'équipes et tout. Ça va trop vite. Est-ce que tu veux faire la promo de quelque chose où t'as rien en ce moment? Si tu veux promouvoir un truc, un site, ce que tu veux. Nada, honnêtement, nada. Venez me voir. Ce sera écrit dans la description tes liens. Quand ça va reprendre, venez voir Champion sur scène. C'est le nom de mon spectacle, hein. C'est trop Champion. Bien. Trop bonne idée. Je sais pas si t'as vu sur Instagram, j'ai changé Champion, j'ai mis chômage dessus. J'ai changé. Champion du chômage, ça passe. Champion chômage. Merci beaucoup, John, en tout cas. Merci à toi, Adrien. Très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao.